Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind du Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Ce dimanche matin, nous parlons de la situation macroéconomique, de mes positions spéculatives et des actualités qui affectent les bourses mondiales. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind du Cash, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos et me mettre des likes s'il vous plaît parce que c'est super important pour moi pour développer la chaîne et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne encore plus, vous avez un lien PayPal où vous pouvez faire une petite donation. Donc, cette nouvelle catégorie de vidéos que j'ai démarrée en 2021, donc là où je parle de la situation macroéconomique, je veux rappeler le projet Mind Cash, c'est trois piliers, l'analyse macro, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc ici, nous sommes focusés sur l'analyse fondamentale plutôt. On regarde aussi mes positions spéculatives qui sont évidemment, qui sont en corrélation totale avec mon analyse fondamentale. À la fin de l'année dernière, je fais des prévisions que nous allons voir, voir au fur et à mesure que l'année avance comment mes prévisions, si elles ont marché ou s'ils n'ont pas marché, ou s'il faut les réviser par rapport à la situation qui va certainement changer. Donc tout ça, on va voir dans cette vidéo. Donc, mais d'habitude, comme d'habitude, je commence par mon radar, en fait, des indicateurs que moi je trouve le plus important. Après, il y en a d'autres aussi, je suis en recherche permanente des meilleurs indicateurs qui sont le plus importants aujourd'hui. Mais dans tous les cas, le constat est clair que ma première prévision du mois de janvier, elle semble de fonctionner parfaitement. Donc là, je vous disais que je m'attends que le mois de janvier, ça sera la suite logique de la tendance de l'année dernière. Certains disaient qu'une fois qu'on passe une nouvelle année, tout va se casser la figure. Non, souvent, historiquement, même si je suis très très méfiant par rapport à situation historique, la façon comment on les répercute parfois sur des prévisions futures. Donc, en tout cas, généralement, le début de l'année, c'est l'espoir. Le marché, c'est quand même beaucoup d'émotionnel. Donc, l'année démarre. Il y a beaucoup d'espoir qu'on va s'en sortir finalement de cette histoire de Corona. On va retrouver la croissance, même si évidemment les chiffres ne prouvent rien. On est toujours en semi, bon, pas vraiment confinement, mais en tout cas avec beaucoup, beaucoup de limitations un peu partout. On est loin, très loin du mode normal. Donc, mais dans tous les cas, les marchés y croient. Il y a bon, la transition politique, on va encore parler aux États-Unis. Mais dans tous les cas, pour le moment, tout le monde croit que la Banque centrale est là. Donc, ce côté, rien ne change. Et dans notre analyse macroéconomique aussi, c'est très facile, même un enfant de 10 ans peut le faire. Si on offre de l'argent au marché, tout se passe bien. Donc on reste exactement dans le même paradigme. Mais en tout cas, comme je disais, qu'à la fin du mois, si ça continue sur cette lancée, on va certainement arriver à une forme d'une bulle sur pas mal d'actifs. Et cette bulle devrait quand même au moins corriger en février, selon encore une fois mes prévisions. Donc, par contre, je vais juste vous parler parce qu'on s'approche déjà, on a presque fait la moitié du mois, bon, pas encore fait, mais proche de mi-mois janvier. Quand même, je vois toujours pas quel sera le trigger de cette correction. Je garde toujours mes prévisions parce que, bon, après, évidemment, comme je disais dans ma vidéo précédente, on s'en fiche si je tort ou si j'ai pas tort. Le principal, qu'on gagne de l'argent. C'est ça le problème. Ça, il ne faut pas tomber dans le biais de confirmation. Si toutes mes prévisions vont être complètement à la rue, donc ça ne me dérange pas. Le principal, que le résultat soit positif à la fin du mois. C'est le plus important pour le trader. Donc, pour le décembre, j'avais raison, bon, plus ou moins, que la hausse, on a fini même, on s'est offert un petit rallye boursier. Et en janvier, je ne m'attendais pas que ça sera aussi rapide, mais je pensais que ça sera plutôt une hausse molle, on va dire, mais maintenant on monte quasiment en flash sur tous les actifs, notamment le Bitcoin, je vais vous montrer tout ça. Donc, Bitcoin, ça fait une folie, donc là je vais commencer par ça, parce que pour moi il y a deux indicateurs de la folie boursière, c'est Bitcoin et Tesla. Parce que derrière il n'y a pas de fondamentaux, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Tesla, qui vont me corriger, dire ah non tu dis n'importe quoi. En fait je sais que dans Tesla il y a des fondamentaux, mais ils sont quelque part très très loin dans le fond de son business model. Donc, mais l'idée c'est que ces deux actifs ne représentent aucune, en fait, leur prix sur le marché ne représente aucune réalité, ne représente la réalité économique de ces actifs. Donc, si la réalité économique de BTC et de Bitcoin est quand même assez difficile à évoluer, parce que bon, ça dépend comment vous voyez les choses. Je vous disais déjà à plusieurs reprises, il y a plusieurs vidéos sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies, sur ma chaîne, vous savez que j'étais très positif et j'ai du Bitcoin. Bon, du coup, pour moi, c'était une excellente semaine de ce point de vue-là. Et Tesla, c'est un autre actif qui montre complètement la déconnexion des marchés par rapport aux réalités. Donc ce qui nous intéresse, je vous disais que quand il y a des injections massives
l'argent dans le système, et avec Joe Biden, ça va continuer. Donc, les seules choses que cherchent les capitaux, c'est de trouver une niche dans laquelle il faut aller. Et si c'est Bitcoin, Tesla ou l'or, je sais n'importe quel autre actif, l'argent va se ruiner vers dans cette niche et on peut même vivre les hausses sans correction, ce qu'on a déjà vu presque depuis bon, pas la fin, mais depuis le premier confinement. Donc, c'est des hausses quasiment sans aucune correction, ininterrompue. Donc, et ça explique exactement ce que je disais. Et la hausse de Bitcoin, ça vient de là. C'est pas parce que c'est nouveau, c'est en or et numérique, quelque chose comme ça. Donc, c'est juste parce que ça devient un marché qui intéresse les gros joueurs, en fait, les big players du marché. Donc, il y a beaucoup d'argent dans le système. L'argent ne va pas dans l'économie réelle parce que l'économie réelle, elle n'est pas prête à absorber ce genre, cette montagne de liquidité. Donc, et du coup, il faut placer quelque part cette montagne de liquidité. Les marchés liquides, il n'y a pas tant que ça, donc parce qu'ils sont déjà débordés de l'argent, typiquement le marché de dette qui est complètement administré avec des taux négatifs pour les pays qui sont au bord de la faillite, type Italie. Du coup, l'argent doit aller quelque part, donc et du coup, ils vont là où il y a de la place. C'est paradoxal, donc évidemment, par exemple, les actifs comme Airbnb, comme Tesla, etc., c'est des belles entreprises, mais par contre, leur valorisation est très loin de la réalité économique, encore une fois, de ces entreprises. Donc je vais jeter un œil sur le graphique de Bitcoin juste pour nous faire tous plaisir. Donc là, on tourne autour de 40 000 et quelques. Donc je sais pas, je viens de voir sur TradingView, parce que je viens de me réveiller, c'est le samedi matin quand j'enregistre cette vidéo. Apparemment, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est pertinent ce que me montre TradingView, comme quoi il y a une énorme bougie en fait. Et ça, c'est aujourd'hui, a priori, donc le 9, oui. Donc c'est là quand j'enregistre cette vidéo, c'est le 9. Donc, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est pertinent ou ce que c'est... Bon, en tout cas, tout ce que je veux vous dire, même si c'est pertinent ou pas pertinent, peu importe, euh, si ça revient pour quelques secondes, quelques minutes, quelques heures sur 30 000, c'est possible parce qu'on peut complètement voir le dégonflement de cette bulle. Après, je pense que si vous voulez investir, en fait, ou bon, spéculer plutôt sur cet actif, il faut faire comme moi, en fait. En gros, moi, je l'ai acheté, j'achète tous les mois, comme je vous disais, depuis presque 2 ans. Je l'achète pour 50 balles tous les mois du Bitcoin, donc ça change pas grand-chose. En tout cas, dans mon budget, ça ne change pas grand-chose, c'est presque pas visible. Et donc, et en tout cas, vous ne posez pas trop de questions. Donc, ce qui va se passer, ça va se passer. Donc, du coup, la dernière fois que je vous ai fait la vidéo sur le Bitcoin, j'étais autour de mon portefeuille se représentait à peu près 3000, je crois. Donc là, c'est des vrais montants, du coup, parce qu'ils ne sont pas des gros montants. Du coup, je vous les montre sans problème. Du coup, je, moi, du coup là, aujourd'hui, je suis à 5000 et demi, donc déjà. Donc je me demande, effectivement, ça commence à faire une somme quand même assez déjà intéressante. Et vous voyez, donc ça, sur ce type d'actif, en fait, méga volatile, si vous croyez à peine. Donc moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. On peut le comparer par rapport à mes investissements dans le cadre d'un portefeuille principal dans les biotech qui n'ont pas de chiffre d'affaires, mais je ne pense pas que cette comparaison est pertinente, parce que là-bas, il y a quand même une idée, il y a quand même un business. Ici, c'est vraiment, vous payez un token électronique, donc en fait, c'est un petit peu un investissement un peu, on va dire, anarchique, on va dire, parce que c'est l'investissement qui est très bien aimé par des gens qui sont anti-système, qui sont anti-système bancaire, qui prônent pour la débancarisation, ce genre de choses. Un peu le même profil que les gens qui aiment l'or, souvent. Donc, même si l'or, il y a d'autres arguments aussi qu'on peut mettre en avance, qui sont bon, très discutables, mais en tout cas, voilà. Donc, ça, c'est un actif. Si vous voulez jouer là-dessus, moi, j'ai fait tout simplement, je me choisis un montant avec lequel je suis très confortable. Je passe par un broker qui s'appelle lightbit.eu. Donc, c'est un broker néerlandais. C'est pas le moins cher. Vous avez un lien de parrainage en fait dans la description. Et du coup, si vous êtes intéressé, moi, je l'ai choisi pas parce qu'il est moins cher ou peu importe. Pour moi, c'est pas ça qui est le plus important, surtout vu les montants que j'ai investis. Donc, c'est surtout parce qu'il est basé aux Pays-Bas, donc ça veut dire que si jamais j'ai un litige, je peux plus facilement interagir avec eux qu'avec des plateformes qui sont basées à Hong Kong et en Chine, aux États-Unis. En tout cas, voilà, c'était ça mon choix, qui était vite fait. Moi, je savais que j'allais pas investir des montants importants dedans. Et finalement, au cours actuel, je me retrouve avec des montants importants. Donc après, la question, je me demande si est-ce que c'est pertinent d'y rester ou pas.
Parce que quand même, si demain ça chute à zéro, je n'aimerais pas perdre 5 000 et demi d'euros. Donc ouais, bon, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si qu'est-ce que vous en pensez. Parce que en tout cas, selon le momentum, donc ça va être suracheté évidemment. Mais bon, en fait, pas tant que ça finalement, hein. Parce que là, je suis sur Orly. Parce que je pars ouais, sur le daily, on est dans la zone de surachat. Mais peu importe, vous savez, la zone surachat, c'est juste par rapport à des historiques des clôtures des prix. Donc il ne faut pas penser que la RSI, comme certaines chaises un peu cow-boy présentent, que c'est une panacée en fait. Oui, RSI, ça montre en momentum de surachat ou de survente. On peut s'inspirer pour trouver des bons points d'entrée, bons points de sortie. Mais quand il y a une bulle comme ça, vous pouvez pas vous baser là-dessus parce que vous allez être tout le temps dans les scénarios où il y a de surachat. Donc comme Tesla, par exemple, elle est tout le temps dans le surachat depuis que je la regarde. Donc après, ça dépend des frames que vous regardez, mais en tout cas, si vous voulez vous positionner sur des actifs qui sont en bulle, dans ce cas-là, les indicateurs, ça ne va pas vous aider beaucoup. Donc en fait, il faut soit croire, soit pas croire. Donc, et surtout, encore une fois, je vous dis tout le temps sur la chaîne que gérez bien votre positionnement. Pourquoi j'en parle de Bitcoin comme ça? Parce que moi, j'ai investi plus pour m'amuser. C'est parce que tout simplement, ça représente l'humeur du marché aujourd'hui, parce que ça représente les flux financiers que même le Bitcoin, comme je vous disais, en fait, je vais accrocher cette vidéo où je vous disais que Bitcoin, à un moment donné, va recevoir un gros flux d'argent parce qu'on ne saura plus où les investir. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je suis persuadé que c'est ça la première raison de la hausse du Bitcoin, la hausse du Tesla, la hausse de Airbnb, de tout ce que vous voulez. D'ailleurs, Airbnb, je ne sais pas où on en est. Juste par curiosité. Je sais pas quel est son ticker là. Voilà. Ouais, ABNB, voilà. Ouais, mais là, 150 $, vous voyez, donc c'est juste de la folie complètement. Mais donc 150 $ pour cette valeur qui, bon, c'est une belle valeur certes, mais bon, ça reste, ça reste la location courte durée, hein, donc vous voyez, donc c'est pas la société qui va gérer le monde demain. Voilà. Voilà, pour finir sur les actifs ultra spéculatifs, je vais parler de l'or aussi, en fait, parce que pour moi, vous savez que je le catégorise dans les actifs spéculatifs. Donc là, j'ai du mal pour l'instant à expliquer cette baisse énorme de l'or. Vous avez eu ma prévision, en fait, pas ma prévision, mon avis sur l'or. Je vous dis que je sais que bon, beaucoup vont me critiquer, mais c'est que moi, je m'attends que l'or puisse corriger jusqu'à 1500 au moins. Non, 1500 $ au moins. Donc, parce qu'en fait, pour moi, l'or, il était toujours un petit peu dans le corridor long terme, dans le range entre 1100 et 2000 et quelques. Donc là, on était très proche de 2000 récemment. Et après, les fondamentaux, c'est purement psychologique dedans, donc c'est actif. Donc là, je vois pas spécialement de pourquoi elle monte, pourquoi il baisse. Après, c'est un actif très manipulé. En fait, faites beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, il y a beaucoup des fantasmes autour de l'or. Mais n'oubliez pas que ça reste un actif extrêmement spéculatif qui est très manipulé par une groupe de personnes, un groupe de fonds qui sont très, très puissants du point de vue de leur positionnement sur ce marché. Donc si ce groupe des sociétés de hedge funds qui commencent à spéculer sur l'or, vous allez ramasser en fait. Et en plus, ça va créer des mouvements absurdes, tout simplement parce qu'il y a eu des manipulations. Donc vous pouvez regarder sur Internet, il y a eu beaucoup de scandales de manipulation du cours de l'or. C'est un marché assez profond, donc après il peut accueillir des capitaux. Je suis assez étonné de la baisse qu'on a eue récemment, même si à long terme ma prévision elle est plutôt baissière, même très baissière. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi ça arrive aujourd'hui. Pour moi, ça devrait arriver justement au moment quand il y a un gros crack et les capitaux commencent à fuir et aller vers les obligations d'État américains. Mais en tout cas, aujourd'hui, visiblement, il y a quelque chose, encore une fois, vous voyez, donc pourquoi cette baisse? Peut-être il y a eu, moi je ne suis pas vraiment cet actif, dites-moi dans les commentaires si vous le savez. Mais en tout cas, aujourd'hui, au contraire, tout le monde parle de retour de l'inflation, etc., etc. L'or devrait monter, mais ça, c'est l'argument que avancent souvent ceux qui cherchent la valeur fondamentale dans cet actif.
Moi, je ne vois aucune valeur fondamentale. Donc, mais en tout cas, donc normalement, l'or devrait monter, au contraire, parce que là, si on vit la reprise, si en fait finalement on revient à la normale, donc dans ce cas-là, on devrait aussi avoir une inflation le retour de l'inflation. Si on suit cette logique, hein, en fait, c'est pas mon avis, c'est ceux qui, en fait, on va dire, c'est le consensus positif de scénario positif pour l'année 2021. En tout cas, on aura forcément un spike de l'inflation au début quand on sera reconfiné, il y aura un boom de consommation. Donc forcément, le boom de l'inflation va faire un spike, après ça va redescendre, je pense. Mais, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi dans ce contexte, l'or baisse. Mais donc, vous voyez, donc c'est vraiment les mouvements très aléatoires. Donc, il faut faire beaucoup attention si vous investissez. En fait, moi, j'essaie d'être très transparent, très honnête. Je vous dis que moi, j'ai pas de position sur l'or. Donc, parfois, très rarement, je prenais les positions spéculatives, mais cette activité, je suis en train d'abandonner. Si vous avez vu ma vidéo de prévision 2021, donc cette activité purement spéculative, je vais l'abandonner. Je l'ai remplacée par la vente des poudres que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, là-dessus, en fait, pour être vraiment honnête, parce que je vous dis clairement, quand j'ai une position dans mon portefeuille ou pas, sur l'or, je n'ai pas de portefeuille. Donc, ce que je dis qu'il va descendre vers 1500, je n'ai aucun, si vous voulez, j'ai aucun pari financier de ma part pour ce scénario. Voilà. Et bon, les marchés, ils sont en train de monter en flèche. Donc là, je vais pas. On a vécu vraiment une petite correction au tout début. Je me pensais vraiment déjà, il faudra revoir mes prévisions dès le premier jour de l'année. Mais non. La toute petite, minuscule correction s'est fait racheter immédiatement. Et du coup, là, on est reparti vraiment à la hausse et on est revenu très rapidement sur des niveaux les plus hauts historiques. Voilà. Donc, vous voyez, sur un mois, on est déjà de 5, parce qu'on se proche de 6%. Bon, la folie continue. Bon, ouais, c'est tout ce que je peux vous dire. On peut pas vraiment. Après, on peut expliquer cette hausse parce que je l'ai déjà expliqué dans mes prévisions, parce qu'en gros, tout reste pareil. Donc maintenant, il y a de l'espoir que les vaccins fonctionnent. Donc, et là, on est un petit peu dans ce positif, on traîne toujours dans ce positif. Concernant les vaccinations, d'ailleurs, je voulais vous montrer quelques statistiques. Donc ça, c'est les vaccinations dans le monde entier, comment ça avance. Donc ça avance pas grand-chose en fait, honnêtement. Après, aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis en fait, et surtout Israël, qui sont très d'avance en point de pourcentage de personnes vaccinées. Donc vous pouvez voir la liste des pays en fait. Voilà, donc l'Israël et les Émirats Arabes Unis, pardon, parce que j'ai du mal à traduire en français. Donc, qui sont largement devant, de point de vue pourcentage, et après tout le monde, tout le reste, voilà la France qui est quand même à la traîne. Mais bon, dans tous les cas, au niveau des États-Unis, c'est quand même l'économie la plus importante et c'est elle qui affecte les marchés. Je vous montre ça pas parce que je suis inquiet pour les Américains aussi, comme pour tout le monde, mais parce que cette chaîne elle est financière, donc du coup ceux qui affectent les marchés, c'est ça qui est le plus important. Ça, c'est la vaccination au niveau de Bloomberg en fait, vaccination aux États-Unis. Donc vous voyez que même les États qui sont les plus vaccinés, ça représente à peu près 4 personnes par 100 personnes en moyenne. Donc bon, c'est 4% de population qui est vaccinée, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Vous voyez, au niveau mondial, ils sont pas très mauvais. Après, tout reste, la question reste ouverte. Bah, c'est effectivement l'efficacité du vaccin. Après, l'effet de bord, je ne veux pas rentrer dans, vous voyez, dans ces discussions médicales. Certains disent que c'est des vaccins, c'est des pipeaux, machin. Bon, bref, je n'ai pas d'expertise dedans. C'est pas le sujet de la chaîne. Dans tous les cas, nous partons du principe que les vaccins ont été bien testés, ont été validés par la FDA, par d'autres organisations internationales. Et nous partons du principe qu'elles fonctionnent. Par contre, la question de base, c'est que ça vraiment la représente un énorme risque macro, c'est que si ces vaccins ne sont pas efficaces contre la nouvelle variation de ce virus qui s'est produit en Angleterre, qui est en train de se dissiper un peu partout, donc avec une rapidité extraordinaire, qui est beaucoup plus contagieux que le virus que nous avons vécu l'année dernière. Et si ces vaccins ne sont pas efficaces contre ce virus, dans ce cas-là, on est dans la merde. Ça, c'est le risque macro. On va vivre en sell-off macro qui sera énorme. Donc, et c'est à cause de ça, justement, d'ailleurs, qu'il a eu cette petite chute au début du mois. Mais finalement, on a repris, on a retrouvé notre positif, espérant que c'était dû à des nouvelles, parce que franchement, j'aimerais pas revivre l'année 2020 dans beaucoup d'aspects, on va dire. Donc du coup, pour l'instant, on reste dans le positif que la vaccination va réussir, patati patata. Voilà. Donc,
Bon, en parlant de ça, en fait, je vais vous présenter. Donc là, je vous ai déjà montré que mes prévisions pour le janvier, pour l'instant, elles se confirment. Et évidemment, mon positionnement spéculatif sur le marché, il était la fonction de mes prévisions. Ça, c'est normal. Et donc, c'est ma stratégie. Je ne veux pas vous répéter ça à chaque fois. Donc, euh, j'aimerais bien préparer une formation, c'est un de mes objectifs pour l'année 2021 sur les options, sur on va dire les beginner's guide pour les options. Beaucoup me demandent, beaucoup sont ceux qui me posent des questions. Encore une fois, moi, je vous demande très très fortement de ne pas se lancer sur ces instruments si vous n'avez pas suivi aucune formation. Je ne suis pas en train de vendre quelque chose, je vous dis ça clairement. Surtout, je ne veux pas que vous perdiez de l'argent parce que c'est des produits complexes. Il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne pour gérer bien le risque parce que vous pouvez vraiment perdre plus que vous avez sur le compte. Ça, c'est très dangereux si vous ne savez pas l'utiliser. Donc, si vous savez l'utiliser, vous pouvez monter des stratégies très efficaces et très performante. Mais en tout cas, si vous ne le savez pas, ça peut être vraiment une arme atomique pour votre portefeuille et pour votre situation financière en général. Parce qu'encore une fois, ça peut ne pas être limité au montant dans votre portefeuille. Mais en tout cas, voilà. La vente des puts, en fait, là, dans les très grandes lignes, j'ai déjà expliqué que je vends les puts sur des strikes qui représentent mes points d'entrée en termes de prix du marché dans telle ou telle valeur. Donc, je ne vends pas les puts sur n'importe quelle valeur, uniquement dans cette liste, il y a des valeurs qui m'intéressent en théorie, qui correspondent de point de vue technique à des niveaux qui vont être peu probablement franchis et que si jamais le marché n'atteint pas ces strikes, dans ce cas-là, je vais toucher le cash. Si jamais baisse et s'il passe en dessous de ces strikes, je devrais racheter ces valeurs-là. Le lot minimal, c'est sans action. Mais encore une fois, vu que la liste de ces valeurs, c'est la liste des valeurs qui m'intéressent, dans ce cas-là, je ne veux pas pleurer. Je veux tout simplement avoir, cette position va déménager dans mon portefeuille principal et je vais vous présenter cette position dans mes vidéos qui sont consacrées à mon portefeuille personnel. Voilà, donc ma première position, c'est le Bayer. Donc là, je vous renvoie vers la vidéo sur le healthcare, pourquoi je m'intéresse au Bayer. Donc là, j'ai vendu le strike 45. Donc du coup, le marché il est largement plus haut, largement remonté. J'ai quasiment tout, sauf une nouvelle inattendue qui concerne Pfizer qui va le faire chuter la semaine prochaine. L'option expire le 15, donc c'est le vendredi prochain. Et je devrais toucher ces 76 centimes par contrat d'option. Donc après, évidemment, vous gérez comme vous voulez, hein. Donc en fait, parce que moi, je l'ai vendu le put à 76 centimes. Maintenant, il va valoir 0 le 15 si jamais le prix de marché n'atteint pas 45, ce qui est très peu probable, évidemment. Bon, je suis très proche de marché avec Danone, par contre, ça, parce que là, j'ai pris un petit peu de risque, c'est une valeur un peu moins volatile. Donc là, on est à seulement 1 euro de mon strike. Donc, vous voyez, donc ça sera un bon exemple si jamais je me fais exercer. Donc, dans ce cas-là, si la semaine prochaine, il y a une chute des marchés, d'ailleurs, c'est pas impossible, et si Danone passe en dessous de 52, je devrais le racheter, par exemple à 51. Et dans ce cas-là, je vais avoir Danone dans le portefeuille. Mais après, la question, c'est est-ce que je veux le garder ou pas? On va voir selon la situation. Mais vous voyez, avoir Danone en dessous de 52, euh, ce n'est pas catastrophique. Vous voyez, donc ce n'est pas catastrophique du tout pour moi. C'est une valeur de qualité. Ce n'est aucun problème que je devrais l'acheter. Pareil pour deux valeurs américaines qui expirent du coup le 29, le jour de mon anniversaire. Donc, donc là, on est loin des strikes aussi, donc surtout pour Intel. C'est une valeur qui m'intéresse. J'ai du mal à croire que ça va baisser à 40, mais pas, pour Pfizer, c'est un peu plus probable, mais Pfizer, je veux absolument. Donc si jamais je me fais exercer sur Pfizer à 35, je vais le garder. Donc, vous voyez, donc c'est pas. Voilà, c'est ça la stratégie. Donc, mais je pense pas que Pfizer va passer à 35 d'ici 29 janvier. Même si ça reste quand même probable, évidemment. Sur Sanofi, en fait, Sanofi, il était assez haussier donc ce dernier temps. Et bon, il était stable plutôt. Mais mon strike, il est aujourd'hui à 76. Donc voilà, donc 76. Est-ce qu'il va baisser de quoi? De presque c'est quoi, 3 euros pendant une semaine? Possible. Donc tout est possible, après à voir. Pour ST Micro, bon, quasiment pas possible, honnêtement, parce que là, il faut qu'elle baisse de presque 20%, je crois, sur une semaine. Or, vraiment une mauvaise nouvelle, je devrais toucher mes 43 centimes par contrat. Et pour Total, évidemment, avec la hausse du pétrole, donc là, il y a très peu de chances qu'il baisse avec les prix de pétrole qu'on voit aujourd'hui.
Donc du coup, normalement, j'ai des bonnes chances de garder toutes mes primes pour moi ce mois-ci, donc ça sera bien. Et ça en fait, c'est effectivement cette stratégie, elle était implémentée en partant de mes prévisions pour janvier 2021 qui se confirment pour le moment. Bon, peut-être la semaine prochaine, ça va plus être le cas, mais aujourd'hui, au moment quand j'enregistre cette vidéo, c'est le cas. Voilà, donc ça concerne ma stratégie personnelle. Voilà, je retourne sur le radar en fait, et ici il y a vraiment une chose qui me gêne beaucoup. Honnêtement, franchement, c'est très bizarre. C'est que le taux américain en 10 ans, il a dépassé 1%, il a dépassé largement 1%. Ça, c'est vraiment très inquiétant parce que je vous dis que le marché des taux, le marché administré aujourd'hui, il faut le surveiller en premier lieu. Donc ça, c'est le plus important. Pour moi, le temps que les obligations américaines restaient sous les 1%, je m'inquiétais pas, mais là maintenant on a dépassé la barre d'1%. C'est très 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 bizarre. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vend les obligues américaines. Donc après, je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'en fait, le plus gros détenteur de la dette américaine, c'est la Réserve fédérale. Donc c'est pas elle qui le vend, ou bien elle vend peut-être pour des raisons on va dire de sa politique monétaire. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe pour moi bizarre sur le marché de dette américaine. Ça se répercute évidemment naturellement sur le pair euro-dollar. Donc probablement indirectement, ça devrait affecter le prix de l'or. Peut-être que c'est ça la raison de la baisse de l'or aussi. Et ça, c'est vraiment un point inquiétant qui peut changer les directions de marché, honnêtement. Parce que là, si la hausse des taux aux États-Unis continue, dans ce cas-là, évidemment, c'est, comme je vous dis toujours, la hausse des taux, c'est vraiment la catastrophe pour les marchés actuels parce que tout ce modèle, toutes ces bulles se tiennent sur les injections monétaires. Les injections monétaires se fassent par le rachat massif des obligations. Rachat massif des obligations, ça veut dire que c'est la baisse des taux. Moi, je m'attends que la prochaine vague de crise, on aura les taux zéro aux États-Unis. Donc c'est pour ça d'ailleurs que moi j'investis, je place quelque part je me protège mon portefeuille en achetant des obligues américaines via les ETF. Et donc aujourd'hui, si vous voulez acheter des obligues américaines via les ETF, c'est pas forcément un mauvais moment. Parce qu'ils sont pas chers, hein, avec les taux élevés, donc les obligations en dollars sont pas chères. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point qui m'inquiète aujourd'hui le plus. Le taux de change euro-dollar, ok, mais ça c'est une conséquence. Mais le sujet de fond, pour moi, c'est vraiment le taux américain qui commence à être inquiétant. Voilà. Donc, concernant les actualités économiques et boursières, je ne peux pas passer à côté évidemment la situation aux États-Unis qui ressemble un petit peu à une révolte des groupes pro-Trump. Donc je ne vais pas trop rentrer dans la politique, mais même si ça m'intéresse quand même d'évoquer ce sujet dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Parce que là, bon, après il y a deux positions. En fait, il y a certains qui pensent que la victoire de Biden était, on va dire, c'était une fraude, disons-la comme ça. Et Donald Trump, évidemment, il encourage les esprits à croire à ça. Pourtant, moi, en tout cas, je n'ai jamais vu de preuves. J'ai jamais vu de preuves. Donc, Trump, il est très agressif. Il a appelé, à un moment donné, et a menacé les personnes qui sont responsables pour le calcul des votes pour qu'ils recalculent les votes, qu'ils retrouvent les votes pour lui. Donc voilà, c'était assez agressif. Après, il y a eu des insurgés qui ont essayé de prendre le Capitole aux États-Unis. C'est quelque chose de vraiment impressionnant de voir ça aux États-Unis. Et maintenant, Donald Trump, il est menacé encore par un impeachment quelques jours avant sa succession du pouvoir. Donc c'est vraiment la finale un peu, bon, la finale dramatique pour le présidentiel. Et quelles sont les répercussions? Parce qu'évidemment, la société américaine, elle est fractionnée. C'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais je le mentionne quand même. Donc, est-ce que cette fracture dans la société américaine peut créer des risques pour les marchés financiers? Pour le moment, ça me fait rigoler, honnêtement. C'est pas la situation, mais l'idée que ça va affecter les marchés. Parce que tout simplement, parce que le Brexit, ça nous a pas fait peur. L'arrêt total de l'économie, ça nous a fait peur. La pandémie qui a tué beaucoup de personnes, à cause de laquelle on a fermé toute l'économie. Bon, finalement, on est au plus haut historique. Et quelqu'un dit que, genre, un groupe de personnes pro-Trump qui attaquent le Capitole, que ça va créer des risques pour le marché. Laissez-moi rigoler, honnêtement. Après, après même, ok, bon, imaginons ça arrive, imaginons que Biden se fait renverser par les foules. Bon, évidemment, c'est n'importe quoi. En tout cas, aujourd'hui, ça me paraît comme n'importe quoi.
Mais même dans ce cas-là, ok, Trump revienne, et Trump, c'est lui qui imprimait encore plus de l'argent, qui coupait, qui diminuait les impôts, ça sera encore mieux pour le marché. Donc dans les deux cas, je vous dis toujours, toujours que vous savez que les marchés sont plus forts que les politiciens. C'est paradoxal, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent l'inverse, c'est pas la politique qui affecte les bourses, mais c'est la bourse qui va affecter les politiciens, surtout maintenant. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue de ces conflits-là, quel que soit le président aux États-Unis, quel que soit le président en Allemagne, on va quand même continuer à imprimer de l'argent parce que tout simplement, dans le modèle que nous vivons aujourd'hui, le modèle capitalistique qui n'est plus vraiment capitalistique, mais dans le modèle de sauvetage qu'on a mis en place depuis la crise des subprimes, c'est la seule et unique solution qui marche. Donc on n'a pas inventé une autre solution. Une fois, quand on l'invente, dans ce cas-là, on en reparlera, mais aujourd'hui, il n'y en a pas une. Donc, quel que soit le président, quelle que soit l'issue de cette guerre civile aux États-Unis théorique qui peut se produire, dans les deux cas, il n'aura pas de changement de politique si c'est évidemment si c'est pas Trump et quelqu'un d'autre qui est complètement anti, on va dire anti-capitaliste, anti-banque, anti-Fed, etc. qui arrive au pouvoir. Dans ce cas-là, évidemment, ça va créer un risque. Mais pour l'instant, on est quand même assez loin, j'ai l'impression, de ce scénario. Il ne faut pas trop exagérer ce risque pour le moment. En tout cas, moi, je ne vois pas ça comme un risque pour les marchés financiers. Par contre, ce qui est important pour les marchés financiers, c'est que les démocrates, ils ont pris le Sénat américain, donc maintenant ils ont tout le pouvoir entre les mains. Donc ils ne sont pas limités par les républicains et ça permettra de mettre en place leur projet. Et leur projet, je vous rappelle, qui n'est pas très pro-marché. Donc, la première chose, la chose qui est très intéressante, que ça peut remettre en cause la réforme fiscale de Trump. Donc, et pourquoi la réforme fiscale est importante? Parce que, bon, évidemment, les sommes qui sont payées en impôts aux États-Unis, c'est difficile à comparer avec des sommes qui étaient injectées par la Fed. Mais ce qui est important, c'est que ces sommes-là ont permis aux géants de technologie, les fameux FANG, de faire ce qu'on appelle les buybacks et de soutenir leur prix de leurs actions. Et en revanche, et en conséquence, ça a permis de faire un cycle en V parce que le poids des FANG est énorme dans les indices. Ça nous a permis aux bourses de remonter en V après la crise de coronavirus et du coup ça a cassé les seuils techniques et toutes les autres actions ont suivi les FANG. Donc maintenant ça sera probablement moins le cas si jamais finalement Biden décide de faire une marche arrière sur les baisses d'impôts de Trump. Encore à confirmer parce que les démocrates souvent ils sont en fait, ils critiquent Trump, mais une fois, quand ils sont au pouvoir, ils peuvent faire la même chose, comme c'est un peu le cas avec la Chine. Donc, quand même, il faut faire beaucoup attention. Quelle sera la politique de Biden en faveur des FANG et des grandes sociétés technologiques? Je m'inquiète pas tellement pour ça, honnêtement, parce que je sais que quasiment tous les dirigeants des FANG étaient derrière, soutenaient Biden. Donc ça veut dire qu'ils se rendent quand même compte des conséquences. Ça veut dire qu'ils ne voient pas des risques pour leur buyback. Donc de toute façon, ils ont tellement de cash que même si les impôts augmentent, je pense qu'ils auront largement assez. Voilà, donc du coup, ça c'est un point important, c'est que maintenant, il faut tout simplement suivre, s'il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas de guerre civile aux États-Unis, donc il faut tout simplement suivre ce que va faire Biden et ça va passer le Sénat, ça va passer la Chambre de représentants, donc ça, il n'y a pas de problème législatif de ce point de vue-là parce qu'ils ont le pouvoir complet, donc ils ne seront pas en mesure de, on va dire, de rendre les comptes. Bah, en fait, bon, c'est pas le pouvoir absolu évidemment, mais quand même, ils ne seront pas bloqués par les républicains. Ça, c'est vraiment quelque chose extrêmement important pour les marchés financiers, beaucoup plus important que des insurgés pro-Trump. Voilà. Donc, pour la semaine prochaine, je ne sais pas qu'est-ce qui va. Bon, je ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, personne ne le sait, mais en tout cas, ça m'étonnerait qu'il y ait un changement majeur, à moins que les marchés remarquent enfin que la hausse des taux aux États-Unis, que ça commence à déranger les marchés. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, pour l'instant, le Covid, ça fait pas tellement peur. Donc, je pense qu'on devrait rester sur le même lancé. Peut-être, en fait, dans la deuxième partie du mois de janvier, on pourra commencer à voir des perturbations. En tout cas, j'espère que mes options qui expirent le 15 janvier arrivent à l'échéance worthless, je vais toucher le cash. Donc ça, c'est bien. Mind your cash, comme on dit ici. Et la semaine prochaine, je ne m'attends pas spécialement soit différentes, beaucoup différentes par rapport à ce que nous avons vécu, à moins qu'il y ait évidemment, vraiment qu'il y ait des nouvelles qui sortent,
qui sont pas été prévus. Voilà, bon, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos positions sur les marchés financiers, quel c'est votre avis pour les semaines à venir. Est-ce que vous faire du trading, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent maintenant de passer short, etc., parce que les marchés sont tellement chers que c'est probablement, ça donne envie de faire petit culbut short pour profiter d'une correction éventuelle. Quel est votre positionnement aujourd'hui sur les marchés financiers? Et sinon, je vous invite de mettre un like avant de partir, c'est super important encore une fois pour la chaîne Money de Cash. Pour ceux qui veulent soutenir, évidemment, vous avez un lien PayPal dans la description de cette vidéo pour faire une petite donation. Et n'hésitez pas de partager cette vidéo à vos amis qui sont intéressés à la bourse, qui veulent investir avec nous et pour que notre communauté grandisse. Je vous souhaite le meilleur. Money de Cash, à très bientôt. Bye bye.